dernière fois, j'ai dit ça pour ceux qui n'étaient pas là, Oui. Nous avons fait quelque chose qui est très important. Nous avons commencé ce qu'on appelle une analyse philosophique. Ce que c'est que, vous voyez, la science habituellement, ça ne nous étonne pas. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire des analyses. Quand vous vous demandez si vous êtes malade, pas grave et quoi, qu'est-ce qu'on analyse? Ça exprime bien d'ailleurs que l'intelligence humaine ne peut pas saisir les choses comme ça, d'un coup, sans regarder les différentes dimensions de la réalité. Dans l'intuition, vous voyez, quand on a une intuition de quelque chose, on pourrait dire c'est une lumière qui est assez globale, vous voyez. Dans une intuition, je saisis quelque chose de global, comme une unité. C'est l'intuition je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez une intuition sur quelque chose, c'est quelque chose d'assez unifié, une intuition. Des fois, les intuitions sont fausses. Elles sont pas toujours fiables, des intuitions. Mais par l'intuition, j'ai souvent accès à quelque chose de nouveau. Oui, à quelque chose, j'avais jamais vu quelque chose, j'avais jamais saisi. Voilà, tiens. Et dans l'intuition, c'est comme si il y avait quelque chose de nouveau qui surgissait, mais ce nouveau, c'est pas à prendre comme tel, mais c'est fait pour ouvrir peut-être une voie de recherche que je ne connais pas encore, inédite, et qui va me permettre d'aller plus loin. Mais l'intuition va demander un travail plus analytique, une analyse, un travail analytique, pour essayer d'abord de voir ce qui est à prendre dans cette intuition ou ce qui est imaginatif dans l'intuition. Parce que des fois, notre imagination peut nous jouer de mauvais tours, et donc nos intuitions peuvent être finalement mauvaises, fallacieuses. Tiens, en fait, si on faisait comme ça, pouf. Ah oui, non, mais en fait, non. Ah non, mais non, ça va pas. Vous voyez, oui, on fait ça dans la vie courante. Mais c'est souvent par l'intuition que je découvre des choses. Et donc l'intelligence humaine, toute capable et toute agréable que ce soit d'avoir des intuitions, eh bien, elle doit le plus souvent, elle doit après quand même passer par une phase plus laborieuse que l'intuition, parce que l'intuition, c'est comme une espèce d'illumination. On aimerait bien connaître par intuition. Il y a des gens qui ne veulent que connaître par intuition. Comme les anges. Au fond, les anges, ils n'ont pas une intelligence liée au corps, donc ils n'ont pas du tout une intelligence qui doit chercher, creuser, décortiquer une réalité qui en même temps est accessible au sens, mais dans ce qu'elle a de plus profond, au fond, elle est cachée. Vous voyez, la personne humaine, je la vois, mais est-ce que je vois la personne? Ou est-ce que je vois un être humain à travers son corps, mais la personne? Qui es-tu? Vous voyez, je vois bien qu'à la fois je suis visible pour les autres et en même temps, ce qu'il y a de plus propre à moi est au fond caché, invisible. Voilà. Et donc, l'intelligence va devoir passer du visible à l'invisible et découvrir quelque chose de plus profond que ce qui est visible, que ce qui est immédiat, de ce qui est directement accessible. Et c'est grâce à l'analyse que l'intelligence va petit à petit passer de ce qui est immédiat, visible, à quelque chose de plus profond.
Et elle va chercher ce qu'il y a de premier. L'intelligence cherche toujours une source. Qu'est-ce qu'il y a de premier? Tant que je n'ai pas découvert ce qu'il y a de premier dans la réalité, je ne la connais pas pleinement. Je peux la décrire, mais je ne la connais pas pleinement. Et donc, si la science, elle aussi, analyse, elle n'analyse pas du tout de la même manière. Les analyses scientifiques, c'est fondé sur la logique, et c'est fondé aussi sur le fait qu'on va mettre en petits morceaux la réalité. On voit bien ça, vous voyez, en biologie, c'est typique. Hein. Pour analyser, il faut avoir des bouts du corps, enfin souvent c'est par le sang, par l'urine, par des tissus, par tout ce qu'on veut, et après il faut le mettre en petites unités pour pouvoir voir les éléments, les composants qu'il y a dans cette réalité, voir s'il y a quelque chose d'anormal ou normal. Vous voyez, elle va décomposer, l'analyse va décomposer un tout. Donc, vous voyez, quand je vais analyser le sang, donc ça dépend ce que je vais regarder. Hein. Soit je regarde le plasma, soit je regarde les différents globules. Donc, je vais les centrifuger, puis ensuite je vais les mettre d'un côté, et puis ensuite je vais pouvoir avoir avec des réactifs, je vais pouvoir faire réagir certains composants pour voir ce que c'est. Et puis ensuite, je peux faire, je sais pas quoi, une électrophorèse. Je peux faire se promener les molécules selon des différents critères électriques, selon le support sur lequel c'est, hein, comme un tamis, et puis petit à petit. Enfin, il y a beaucoup de manières, mais c'est toujours pour décomposer, en fait. Hein, et essayer de séparer les choses pour voir les différents composants. Hein, quand je fais une électrophorèse des protéines, je regarde quelles sont toutes les différentes protéines qu'il y a dessus. Hein. Je dis, ah oui, celle-là, l'albumine, les alpha-globulines, les bêta-globulines, les gamma-globulines, les IgM, et toutes les compagnies. Hein, voilà. Hein, je me défoule, c'est tellement vieux que... Ça, et c'est traité après grâce aux mathématiques. S'il n'y avait pas de mathématiques, il n'y aurait pas de science moderne. Sans traitement mathématique, c'est-à-dire chiffré, donc grâce au chiffrage, à la quantification, à la quantité, hein, je peux avoir un résultat quantifiable. Alors j'ai des chiffres à la fin. Quand vous cherchez votre analyse, vous la recevez par Internet, c'est des chiffres. Et on vous dit c'est plus ou moins normal, enfin voilà. Mais ça montre, vous voyez, qu'à cause d'ailleurs du lien de notre intelligence avec le corps, et que le vivant que je suis lui-même implique le corps, je dois apprendre à analyser. Ce qui n'existait pas du tout du temps des anciens. Il n'y avait quasiment pas d'analyse au sens scientifique. Mais c'est beau d'ailleurs que l'intelligence a appris à analyser bien avant la science moderne, pour découvrir ce qu'on a mis en lumière la dernière fois, les différentes causalités, les causes. Vous voyez, quand je découvre les causes d'une réalité, ce qui fait qu'une réalité est comme elle est. Vous voyez, quand je découvre ce qui fait qu'une réalité est telle qu'elle est, je la comprends plus en profondeur qu'au départ, où je ne la voyais que d'une façon extérieure. Je pouvais la décrire, je pouvais l'utiliser, mais je n'avais pas vraiment réfléchi sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et nous avons fait cette première analyse, donc on a découvert comment l'intelligence découvrait les différentes causalités à partir de l'expérience qui nous est la plus connaturelle, donc on connaît le mieux, dont on a le plus l'expérience. Il faut toujours partir de ce qu'on connaît mieux. Si on part de ce que je connais le moins, ben, je ne trouverai rien du tout. C'est pour ça que je pars toujours du plus connu vers le plus connaissable, c'est-à-dire
ce que l'intelligence, quand elle creuse et progresse, peut découvrir de plus profond, de plus vrai, le plus connaissable. Ce qui est le plus en attente d'être connu par l'intelligence humaine, qu'est-ce que c'est? C'est la réalité la plus réelle, la plus parfaitement réelle. C'est quoi? Selon les traditions religieuses, si je parle philosophiquement, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Connaître Dieu, c'est la plus grande connaissance que je puisse avoir. C'est la connaissance après laquelle languit finalement mon intelligence sans le savoir. Mais je peux pas dès le départ envisager de connaître Dieu par mon intelligence. Il faut que je parte parce que Dieu est caché. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf si Dieu se révèle à quelqu'un, apparaît à quelqu'un, mais c'est pas tous les jours. En général, Dieu est caché. Donc, je peux me poser la question de l'existence de Dieu, mais je n'ai aucune expérience directe de Dieu, philosophiquement. Et pourtant, c'est ce que mon intelligence cherche le plus. La question de Dieu, c'est finalement la grande question de la recherche de la vérité. Mais elle n'est pas au point de départ. Dieu est le plus connaissable à connaître. Il est le plus connaissable, ça veut dire à connaître. C'est le plus à connaître. Entre parenthèses, enfin, quand la question de Dieu n'intéresse plus l'homme, c'est grave pour l'homme. Ça manifeste une maladie de son esprit. Si la question de Dieu n'intéresse plus l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'intelligence humaine. C'est une intelligence humaine qui s'est mutilée, ou qui a été mutilée. Ce qui va par la mutilation de l'intelligence, elle est réversible, tandis que si on vous mutile un membre, c'est plus difficile. C'est souvent irréversible. Mais je peux démutiler mon intelligence. Et par exemple, vous voyez, dans l'éducation, dans l'enseignement, si je dis de toute façon la question de Dieu est dépassée, aujourd'hui ça n'intéresse plus l'homme, c'était des questions antiques, voilà, qui regardent, elles ont eu leur place à un temps, mais enfin maintenant, pour nous ça n'a plus de sens. Et donc, c'est plus la peine de chercher là-dedans, perds pas ton temps là-dedans, creuse vraiment la science et tu verras. C'est ça qui te fera avancer ton avenir, c'est pas la question de Dieu. Vous voyez, si on vous met ça, et ça s'appelle le positivisme, et c'est présent, hein, si vous regardez dans les programmes, en fait c'est implicitement présent. Eh bien, vous avez mutilé l'intelligence. A priori, l'intelligence ne posera jamais la question de Dieu, puisqu'on lui a dit, de toute façon, c'est une chose démodée. C'est une chose qui était... Bon, quand les hommes n'avaient pas de moyens efficaces, ils s'amusaient à se poser des questions pour leur imagination, pour se consoler, pour je ne sais pas quoi. Mais maintenant, avec la science, c'est plus la peine de se poser la question. Et d'ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est de l'imagination. Donc, vous voyez, donc, a priori, l'intelligence, elle ne pourra jamais ouvrir le couvercle qui lui fait regarder le ciel. Elle est enfermée. C'est ça le drame du positivisme. Mais je peux fermer le ciel comme ça, parce qu'en fait, Dieu n'est pas objet immédiat d'expérience. Et que si je veux chercher la vérité, on va pouvoir, par échelon, en acceptant de progresser du plus connu au plus connaissable, ce qui a été en plus grande attente d'être connu, le plus connaissable, eh bien, je pars de l'expérience qui m'est la plus familière. Et cette expérience qui est la plus familière, qu'est-ce qu'on avait regardé? C'est de réaliser quelque chose. De réaliser quelque chose. De construire quelque chose. De créer quelque chose. Si j'ai une fibre d'artiste, je vais essayer de créer quelque chose, une œuvre d'art, selon les différents arts qui ont des liens différents avec les 5 sens de l'être humain. Vous voyez, la peinture est du côté plutôt de la vision, la musique du côté de l'audition. Si je regarde l'art culinaire, c'est du côté de
du goût et de l'odorat. Hein, et c'est lié, le goût et l'odorat. S'il n'y a pas d'odorat, il n'y a pas de goût. Hein, c'est étonnant. Hein. Et puis, par exemple, je sais pas, avec le toucher, ce sera la sculpture, par exemple, vous voyez, sur bois, sur pierre, enfin, ou alors faire, vous voyez, de la poterie, par exemple. Hein, je vais travailler de la glaise, soit sur un tour, soit en la façonnant comme ça. Ça, c'est plutôt le toucher. Hein. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? L'odorat, oui, il y a tout l'aspect des parfums, vous voyez. Si vous regardez le monde animal, Aristote disait, c'est assez étonnant, le propre de l'homme, c'est de discerner une odeur agréable d'une odeur désagréable. La bonne odeur et la mauvaise odeur. Quand vous regardez un animal, quand je regarde Lilou flairer, elle est tout le temps dans son nez. Mais c'est pas agréable et désagréable, c'est pas du tout ça. Hein. Parce qu'elle peut se délecter de choses puantes sans que ça soit désagréable. C'est une signification, on pourrait dire, vitale de je sais pas quoi, moi. La présence d'un être, d'un vivant, d'un animal, d'un je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout l'odorat humain. L'odeur agréable ou désagréable. Ça sent mauvais ou ça sent bon. Oui, c'est une expérience qu'on fait. Devant une odeur, tout de suite, vous dites ça sent bon ou ça sent mauvais. Ou c'est au moins désagréable, une odeur désagréable. Vous voyez? Tandis que regardez votre chien, non, il flaire. Ça a une signification, enfin, j'allais dire préprogrammée dans sa nature, de faire qu'il faut, on va suivre cette trace parce que je sais pas. Et selon la race même des chiens, d'ailleurs, un chien de chasse, il va pas regarder une odeur agréable ou désagréable, mais c'est un truc que je vais suivre et poursuivre. Alors, si c'est du sanglier, du cerf et tout ça, et je le conditionne un peu par rapport à, si moi je veux chasser le cerf, je conditionne mon chien à sentir le cerf, et quand il sent le cerf, il commence à partir, et il me met sur le chemin du cerf. Sauf quand il se perd et que le cerf a fait des tours et qu'il s'est perdu, alors le chien, à la fin, il ne sait plus s'il est dans le bon sens ou dans le mauvais. Oui. L'odorat, ça sent bon ou ça sent pas bon. Oui. La question qu'on se posait, nous, c'était il y a des odeurs qui sont bonnes, qu'on va trouver bonnes. Certains vont dire ça sent bon, et d'autres vont dire ça sent pas bon. Là. Oui, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur. Mais c'est quand même bon ou mauvais. Vous voyez. Mais je me souviens quand je recevais les gens et que ce soit vers midi ou vers le soir, ça sentait un peu la cuisine de ce qu'il y avait. Et quand les gens quittaient, il y avait presque toujours une remarque sur l'odeur qu'il y avait. Oh, ça sent bon chez vous. Surtout quand Sœur Cécile m'arrive, je dis, mais des fois aussi toi, hein. Tu es capable de faire des bonnes choses. Voilà. Donc, ça sent bon chez vous. Bon, bien quand vous rentrez par exemple à la chapelle ici, même ça sent tout de suite en ce moment c'est la rose. Oui. Bon. Il y avait du jasmin avant, l'argenté, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas trop. Mais vous voyez, quand vous entrez dans une église où ça sent rien, et vous voyez la différence quand vous entrez, ouais, ça sent. Et c'est l'équivalent de la bonne odeur du Christ, vous voyez, la bonne odeur du Christ. Oui. Oui. Mais alors, du coup, avec l'odorat, est-ce qu'on n'est pas pris à émettre immédiatement un jugement, alors que quand on regarde, par exemple, je regarde cette pochette, je dis, elle est rectangulaire, je n'émets pas de jugement. Si je dis, ça sent bon ici, est-ce que je n'émets pas un jugement? Ben oui, mais c'est un jugement qualitatif. Tandis que là, vous voyez, quand vous dites rectangulaire, c'est une dimension. Donc c'est une figure. On va voir que vous êtes dans une autre catégorie de qualité, enfin de détermination sensible. On va dire, et ce que vous dites là, Rachel, est très important. Bon, au fur et à mesure de ce que vous dites, on avance comme ça. Quand je dis la bonne odeur ou la mauvaise odeur, je suis dans l'ordre qualitatif.
et qualitatif dans des qualités sensibles qui regardent en propre l'odorat. Ou si vous voyez, quand vous êtes sorti de la chapelle, ébloui par la neige, quelle belle lumière, c'est un sensible qui est propre à la vision. C'est comme ça qu'on appelle ça des sensibles propres. C'est pas propre ou sale, hein. Propre à chacun des sens. Propre à chacun des sens. Vous allez voir, chaque sens, chacun de nos 5 sens, ne donne pas du tout les mêmes qualités sensibles. Vous voyez, autre chose est la lumière, la couleur. Autre chose est l'odeur, le parfum. Autre chose est les qualités du toucher. C'est rugueux, c'est lisse. Et plus fondamentalement encore, c'est chaud, c'est froid. Le plus fondamental, c'est chaud et froid. Après, c'est lisse, c'est rugueux. C'est, vous voyez, hein? Et le son, c'est tout autre chose encore. Le son. Hein? Un son, on va dire plutôt aigu ou grave, ou le timbre. Alors c'est plus aigu ou grave, mais c'est la qualité même du son, le timbre. Regardez un timbre auquel on est extrêmement sensible, le timbre de la voix. Si vous écoutez quelqu'un parler, écoutez sa voix. Vous avez des voix qui sont comme des casseroles, mais les gens sont gentils, mais il a une voix de casserole. Vous voyez, c'est un peu, voilà. Vous avez une voix qui va être agréable. Qu'est-ce qu'on dirait? Une voix chaude ou une voix nasillarde, enfin, vous voyez, un peu. Donc, c'est le timbre, ça. C'est le timbre. Ça n'a rien à voir avec l'intention que... Pas du tout, non. C'est pour ça que si quelqu'un a une voix, il y a des voix qui... Pardon? Alors, la tessiture, c'est plus ou moins aigu ou grave. Tandis que le timbre, c'est la qualité même du son. L'équivalent de la couleur par rapport à la lumière. Vous voyez, dans un instrument de musique, et alors l'instrument de musique qui joue avec les timbres d'une façon extraordinaire, c'est l'orgue. Les différents registres vont donner des timbres différents. Dans un même timbre, il y a des jeux plus ou moins aigus ou graves, et il y a des familles de timbres. Pas les timbres pour coller et envoyer des lettres. Le timbre d'un son, le timbre de la voix. Vous avez des voix qui sont modulables. Oui, j'ai une voix relativement modulable. Je peux assez exprimer ce que je veux exprimer par ma voix. Mais vous avez des voix qui ont peu de modulation. Vous voyez, des voix un peu monotones, des voix qui n'ont pas beaucoup d'expressivité. Vous voyez, alors c'est lié peut-être aussi au tempérament de la personne, mais c'est aussi lié à l'organe vocal, au larynx, hein, et aussi la capacité d'assumer ma propre voix, puisque ma voix, c'est aussi, ça touche l'identité, c'est l'expression de soi. Vous voyez, je peux ne pas habiter ma voix. Et comment je n'habite pas ma voix? Je ne m'entends pas. Pour pouvoir avoir une voix modulable, il faut s'entendre. Tandis qu'il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Ou peu. Il y a un problème de retour de... c'est Stomatis qui a beaucoup travaillé ça. Et pourquoi si on n'a pas d'odorat, on ne peut pas avoir de goût? Alors ça, c'est lié à la physiologie, puisque l'odorat est lié de façon très intime à l'organe du goût, aux papilles gustatives qui sont sur la langue. Et selon les différents endroits de la langue, ce n'est pas les mêmes saveurs que vous pourrez percevoir. Autre chose est l'avant de la langue, l'arrière et tout ça. Et puis après, il y a l'ensemble de la cavité buccale qui va aussi donner comme une ampleur, comme une caisse de résonance à la saveur, et qui vont entrer en résonance avec le nez. C'est pour ça que quand vous avez le rhume, vous avez remarqué que rien n'a de goût. Parce que dans le rhume, vos capteurs d'odeur sont neutralisés.
ils sont enflammés, donc ils ne sentent pas. Et donc, en tout cas, votre goût disparaît en grande partie. C'est vraiment que les choses tout à fait fondamentales, sucré, salé, peut-être encore, peut-être, mais vous pouvez plus discerner la subtilité du goût d'un plat, vous voyez? Oui, il n'y a plus d'arôme. Enfin, l'arôme existe, mais vous ne le percevez plus. Hein? Et donc, c'est lié, bien que ce soit distinct. Et quand vous sentez une odeur, vous le sentez, ça vous avez aussi vous pouvez aussi avoir un goût dans la bouche. Quelquefois, on dit on a le goût de l'odeur. On a le goût de l'odeur. Moi, je sais qu'il se passe une chose bizarre. Si je prends un billet de sous, là, de billet de banque, ou une pièce, il y a un goût qui arrive dans le fait de le toucher même. En tout cas, c'est un goût pas agréable. Ça vous arrive pas, non? Vous avez... Mais même les billets. Mais pourtant, vous ne sentez pas. Vous le touchez. Et le fait de le manipuler. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est surtout à travers le toucher. J'ai remarqué que tant que je ne le touche pas, ça ne me fait rien. Mais quand je commence à le toucher... Vous remuez la poussière. Bon, c'est des explications après, mais voilà, c'est... Enfin, c'était dans toutes les mains. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'argent, il y a quelque chose qui est... Ça a passé dans toutes les mains. Et c'est pour ça, parce qu'on va voir que l'odeur, le parfum est lié à l'individualité de la personne, des personnes. C'est d'ailleurs comme ça que... C'est pour ça d'ailleurs que le chien est tout dans son nez. Il va chercher... on va voir, et on a vu la dernière fois, vous avez découvert, d'ailleurs j'ai vu, Christelle m'a fait le remonter un petit peu de votre travail de l'autre jour, vous avez fait une expérience qui a un lien entre ces différentes qualités propres à chaque sens et à l'orientation d'interrogation de l'intelligence. Quand je touche quelque chose, quelle est l'interrogation de l'intelligence qui cherche? Ouais. En quoi? En quoi? C'est en quoi? Quand je vois quelque chose, qu'est-ce que c'est? Quand j'entends, d'où ça vient? Hein, d'où vient le son? D'où vient le son? Quand je goûte, voilà. Ah, ça ressemble à quoi? Elle a appris par cœur. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais vous voyez, parce que quand vous goûtez quelque chose, vous allez voir à quoi ça ressemble. Surtout quand vous goûtez des nourritures dont vous n'avez pas l'habitude. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous allez dans une autre culture, une autre cuisine, enfin un autre truc. Vous allez, tiens, ça ressemble à, ou bien un fruit que vous connaissez pas, vous savez, un fruit bizarre, à quoi ça ressemble? Tiens, ça ressemble un peu à de la banane, en mélangeant un peu de la pomme et du machin, donc vous cherchez, voilà, à quoi ça ressemble? Et puis l'odorat. Et bien là, on s'est dit, on a la même question. Ça ressemble à quoi ce que je sens? Alors c'est lié au couplage de l'odorat et du goût. Mais c'est plutôt le goût que vous avez discerné, je crois. Tandis que l'odeur. Ça me fait penser à quoi? L'odeur, vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sentez une odeur. Généralement, qu'est-ce qu'on sent comme odeur dans une maison? Surtout quand Jean-Marie est dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on sent comme odeur? C'est
qui brûle. Ça sent le brûlé. Hein, ça sent le brûlé. Hein. Et on va tout de suite voir. Mais l'odeur m'attire vers ce dont il s'agit. Comment? Mais le bruit, c'est d'où ça vient. Tandis que, vous voyez, quand une odeur, ça va me faire chercher vers ce qui sent. Je veux rencontrer ce qui a cette odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller vers, je suis comme attiré ou répulsé par l'odeur. Une bonne odeur attire et une mauvaise odeur repousse. C'est pas du tout à fait la même chose que d'où ça vient. C'est pas que ça vous attire d'où ça vient. Vous voulez savoir d'où ça vient. Tandis que une odeur vous pousse à la rencontre ou à la fuite d'une réalité qui sent bon ou qui sent mauvais. Vous allez fuir une réalité qui sent mauvais et vous allez vous approcher de ce qui sent bon. Donc, en fait, avec l'odorat, qu'est-ce que vous faites? Que ça sent bon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers et vous allez vous sentir. Si vous êtes... Si. Oui, mais alors, lui, il le fait... Enfin, il peut se reculer, mais parce que par rapport à son instinct. C'est pas une question d'agréable ou de désagréable, c'est une question c'est bon ou mauvais dans le sens de son instinct. Mais il va. Mais vous voyez bien que certaines personnes qui ont chez la plupart, chez l'homme en général, chez l'être humain en général, l'odorat est assez diminué. Mais il y a des gens qui ont un odorat assez puissant. Et vous voyez des fois, sans que des gens s'en rendent compte, mais c'est pas très agréable. Quand vous voyez à table, et vous allez les voir mettre leur nez sur un plat pour savoir s'ils vont en manger ou pas. C'est bon. L'éducation, normalement, vous fait prendre un peu de distance vis-à-vis de cette chose qui est un peu spontanée, c'est de sentir avant de manger. Mais alors justement, là, c'est pour faire ça. Si c'est animal, c'est oui. Manger ou pas manger. Parce que si c'est non. Bon, c'est comme ça va rentrer dans notre corps. Non, mais moi, je vais assumer ce que fait l'animal, mais avec cette note, bon ou pas bon, agréable ou désagréable. Et le fait de ne pas ouvrir la bouche avant d'avoir senti. Donc c'est un discernement sur la qualité et qui va faire que ça m'attire. Qu'est-ce que tu as cuit? Je vais aller vers ce qu'on a cuit, la tarte qui sort du four. Vous allez pas seulement la regarder, vous allez vous approcher et la sentir et entrer en communion avec elle. Donc il y a une attraction. Il y a un autre rapport avec la réalité dans sa bonne odeur ou dans sa mauvaise odeur que par rapport au son. C'est pas du tout la même chose. Ou, je sais pas, au toucher. Ou, vous voyez, c'est les sensibles propres. On s'éloigne de quoi? Dans le sujet des arts attribués au sens, vous avez dit que, par exemple, vision, oui, le jugement porte plutôt sur c'est beau ou pas beau. Non. Qu'est-ce que c'est? Je regarde les interrogations, on a regardé. Oui, mais je voudrais... C'est pas le jugement esthétique qu'on a fait. Oui. Je suis pour je développe en passant, grâce à Rachel, la question des sensibles propres. J'ai entendu, mais avant, ça m'a suscité une question, par exemple, le toucher, par exemple, les arts qui sont liés au toucher. En fait, mais c'est pas trop quand avant. je touche, je dis pas ni beau, ni bon quand je touche. Je suis pas dans les arts pour le moment. Non, mais je fais un petit rapport. Après, on va regarder les arts, les différents arts liés au sens. Mais en passant, comme elle a dit ça, je regarde ça.
Mais je ne sais pas quelle est... Enfin, posez votre question. Je ne sais pas trop quelle est votre question que vous voulez Ma poser. question n'est pas, en fait, je voulais avant qu'on s'éloigne, en fait, On ne s'éloigne pas. On est en train de s'approcher de la chose. Avant qu'on aille encore plus loin, je peux vous dire. Comment? Mais si, vous pouvez, mais je ne veux pas que ça parte dans d'autres choses qu'on est en train de regarder. Parce que je n'ai pas fini dans cette chose. Parce que sinon, après, on va dans le jugement esthétique. Et donc, c'est en lien avec les sens. Mais c'est déjà autre chose. C'est un jugement beaucoup plus élaboré. Mais là, c'est une interrogation qui jaillit on pourrait dire de l'accueil de ces qualités sensibles propres au sens. À chaque sens, vous voyez, hein? Et comment l'intelligence se réveille dans des directions différentes selon chaque sens et selon les sensibles propres. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure, Rachel, en regardant cette pochette devant vous, c'est rectangulaire. Eh bien ça, c'est pas un sensible propre. Ce que vous avez dit là, c'est pour ça que j'en profite pour faire après, on pourra regarder nouveau ce que vous voulez regarder. Vous voyez, là, cette pochette rectangulaire, vous pouvez en avoir l'expérience par plusieurs sens. Si je suis le bord, par exemple par mon toucher, je peux aussi dire c'est rectangulaire. Vous pouvez le dire par vos yeux. Donc c'est pas propre à un sens. Donc commun. Sensible, commun à plusieurs sens. Je peux faire l'expérience du fait que c'est rectangulaire par des sens différents. C'est pas propre à un sens. Je peux au moins le voir et je peux le toucher et même avec ma langue, je pourrais suivre le bord. Alors, le goût implique un certain toucher, mais c'est un toucher autre chose, c'est un toucher interne qui va donner la chose. Justement, toucher interne, on s'est posé une question. On s'est dit que la vue et le toucher, c'était des sens qui appréhendaient le réel par l'extérieur. Enfin, c'était des sens externes. Oui. Et alors que l'ouïe, l'odorat et le goût, c'était interne. Alors c'est pas. Enfin, Oui, c'est plus intime, mais c'est des sens externes quand même. Parce qu'il y aura aussi on va voir en philosophie du vivant, il y a des sens internes. Mais c'est des sens externes qui font pénétrer les déterminations sensibles d'une façon plus intérieure que le toucher et la vue. C'est vrai. C'est pour ça que quand je ne fais que voir, on va dire, c'est extérieur. Vous voyez, par exemple, et comme c'est le sens qui nous donne les déterminations les plus, vous pourrez dire les plus précises, on a tendance à s'appuyer beaucoup trop sur la vue, et donc on aura tendance à juger de l'extérieur, on va dire, sur ce qui apparaît. Et ce qui apparaît, c'est la vision. Et c'est pour ça que la mode, vous voyez, par exemple, la mode, elle joue sur ce qui apparaît. Et par la mode, ma manière de m'habiller, de me coiffer, de me tenir, de trucs, vous voyez comment on va orienter toute une culture, entre guillemets, sur la vision et sur des jugements extérieurs. L'apparence. Et d'ailleurs, Dieu dit ça, vous savez, dans le livre de Samuel, par exemple. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent de l'extérieur quand il va choisir le successeur de Saül. Dieu ne regarde pas à l'extérieur comme les hommes, Dieu regarde l'intérieur. Et même, il va dire, il sonde les reins et le cœur. Donc, c'est vraiment les reins et le cœur, c'est ce qu'il y a de plus intérieur. Tout en se servant de la métaphore du corps, mais voilà. Ça veut dire que pour toute analyse, il faut commencer par les sens extérieurs pour aller vers quelque chose de plus affiné avec les sens qui sont de l'intérieur.
Alors, attendez, qu'est-ce que vous appelez les sens de l'intérieur? Attendez, je vous dis que les 5 sens sont des sens externes. Mais ceux qu'ils accueillent, des déterminations sensibles du réel, voyez, va dans une certaine intériorité. Par exemple, le goût, c'est un toucher qui intériorise. J'ai goûté. C'est pour ça d'ailleurs que l'enfant a tendance, il touche pas seulement, il va tout lécher, goûter. En fait, il veut connaître de l'intérieur. Vous savez, enfin tous les enfants sont pas, mais quand même, il a tendance à le manger, à le lécher, vous voyez, c'est un désir de s'approprier, si j'ose dire, cette réalité. Parce que ce qu'il voit et ce qu'il touche de ses mains, ça suffit pas. Est-ce qu'il y a par exemple des découvertes, alors parce qu'on va commencer par ça. Par exemple, je vois une tarte, elle est belle, mais n'empêche que je vais quand même aller, pas forcément la toucher, mais je vais la sentir, je vais la goûter pour vraiment savoir que des fois l'odeur n'est pas ce qu'on va goûter, ça peut pas sentir bon. Des fois, je dis par exemple, pour moi, le café sent meilleur qu'il a de goût. Mais je ne sais pas ce que dirait Franck, le spécialiste du café, mais je préfère l'odeur, le café à son odeur. J'aime le café pour son odeur plus que pour son goût. Mais peut-être mais c'est curieux, hein. Parce qu'un bon café, il y a des bons arômes. Oui. Oui. Le mauvais café, il n'a pas d'arôme, en fait. C'est que des choses qu'on sent dans le... Ah oui. Mais on est un peu déçus après. Il n'y a pas grand-chose, il reste rien. Ah oui. Oui, et donc, vous voyez, l'arôme va se lier au goût. Voilà. Et donc, vous voyez, là, il y aura des métaphores, des analogies qui vont se servir de ces sens. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Hein. Gustate et videte quam bonum Deus est. Hein. Goûtez, c'est d'abord goûte. C'est une rencontre, c'est intérieur, c'est pas d'abord. Et voyez comme est bon le Seigneur. Hein, voyez, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est pas seulement voyez. C'est pas découvrir, là. Voyez, c'est pas dans le sens de découvrir. Si, mais goûter, c'est goûter, c'est faites l'expérience. Enfin, goûter. Le bien se goûte. Vous voyez, on va dire le bien, il ne se voit pas seulement. La connaissance du bien et de la bonté, c'est pas directement, c'est pas d'abord ce qui se voit. C'est ce qui se goûte. Quand vous avez expérimenté la bonté de quelqu'un, en fait, il aura fait un geste qui est au-delà de ce qui se voit. Parce que le geste a un réalisme plus grand dans l'ordre du bien, de la bonté, que de ce qui se voit. La bonté demande d'être goûtée. Elle peut se voir, mais je ne la connais pas pleinement si je ne fais que la voir. Il faut que je la goûte. Non, mais j'en fais. C'est-à-dire que je me laisse toucher par la bonté. Ce qui fait le discernement d'une vraie bonté, d'une pas bonté. Le pharisien a l'air d'être bon. Il est parfait. Donc on induit qu'il doit être bon, puisqu'il est parfait. Sauf qu'il est froid comme un glaçon. Et donc, en fait, c'est pas la bonté. C'est une perfection. Mais c'est pas la bonté. Et je ne peux. La bonté, je vais la faire l'expérience sur est-ce que cette personne va prendre son temps pour me regarder, me saluer, me donner quelque chose, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, me sourire, par exemple. Vous voyez ? Ou une parole, une bonne parole. Vous voyez, c'est autre chose. Ou bien je sais pas moi, me prendre le bras ou l'avant-bras. Quelqu'un me disait récemment, et qui en souffrait d'ailleurs, hein, d'avoir assisté à l'agonie d'un être cher dans l'incapacité de s'approcher, de toucher. Mais elle en souffrait.
Alors pourquoi elle ne pouvait pas, j'en sais rien. Mais ça montre que cette personne est morte et elle s'en veut toujours de n'avoir pas fait un geste. Mais elle était incapable. Et pourtant, elle aimait cette personne. Ça montre bien. Elle est restée au lit, près du lit, et incapable de toucher, quoi, en fait. Oui, parce que le toucher va exprimer quelque chose de la bonté. La main, on va voir, quand on va continuer notre expériment, si la main, on a vu qu'elle est capable d'efficacité, la main humaine est encore plus destinée à exprimer la bonté que d'être efficace. Hein? Autre chose de se servir de la main dans l'efficacité, autre chose est de se servir de la main dans la bonté. Or, c'est un organe de la bonté, la main. C'est là que je la vois presque plus humaine encore que du côté de l'efficacité, qui est déjà remarquable, mais un geste de bonté, la main devient le lieu de la bonté. De l'humilité. De l'humilité, je ne sais pas trop. Demandit. Ah, quand vous demandez. Ben oui, mais alors là, quand vous devez commencer à tendre la main, c'est une grosse expérience. Elle est terrible, un peu difficile. Ça m'humilie. Mais c'est pour ça que quand je donne quelque chose à quelqu'un, il faut que je le regarde. Si je le donne sans le regarder, c'est-à-dire sans regarder la personne, c'est un don, mais qui est difficile à recevoir, même s'il est nécessaire. Voilà. Donc, il y a des sensibles propres et des sensibles communs. C'est-à-dire communs à plusieurs sens. Et qui vont tout de suite avoir une dimension quantitative. Tandis que les sensibles propres sont d'abord qualitatifs. Alors, quels sont les sensibles communs? Par exemple, la grandeur. La grandeur. La grandeur, vous pouvez d'abord la toucher. Vous pouvez entendre si c'est un moustique qui arrive ou si c'est un éléphant. Ça ne fait pas le même bruit. Par l'audition, vous pouvez avoir une certaine évaluation de la grandeur. Hein? Bon, évidemment, la vision, l'audition, le toucher, puis le goût. Quand vous mettez quelque chose dans la bouche, oui, vous avez... mais ça conditionne. On va voir, c'est des sens qui vont faire accès au conditionnement. Vous voyez, si vous mangez du chocolat, même du pain, il n'a pas le même goût si vous prenez une miette ou un petit éclat de chocolat ou si c'est un bon carreau de chocolat. Si c'est un trop petit carreau de chocolat, c'est comme s'il manquait quelque chose à l'ampleur. Mais ça conditionne. C'est le même goût et pourtant, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Entendre la grandeur, ça veut dire dans quel sens entre mystique et éléphant? Écoutez, quand vous rentrez à pied à terre basse, si vous commencez à entendre du raffut, je vous pensez que ce n'est peut-être pas un chat que vous allez rencontrer. C'est peut-être un gros sanglier qui approche. Oh là, c'est un gros machin qui arrive. Ouais. L'audition. Mais l'audition, c'est... On est logique. Du coup, à l'intérieur de la grandeur, de ce sensible commun, il y a des grandeurs... Oui, mais c'est pas que je regarde. Je fais comprendre que par l'ouïe, je peux avoir accès à la grandeur. C'est une détermination sensible commune. La grandeur,
Elle est commune à toucher, audition, vision, au goût, par exemple, ou même l'odorat, parce que je me suis dit, il n'y a qu'un seul port, ou s'il y a 100 ports, par l'odorat, je peux dire, oh là là, vous êtes dans une grande ferme dans le massif armoricain, là, et oh là là, bon, même l'odorat vous donne l'essence de la... Ou les poulailles, ou les volailles, oui, dans une batterie de volailles, là, vous êtes accablé par l'odorat, il y en a des centaines de volailles. Oui, sensible commun. Donc la grandeur, le mouvement, je le touche, si ça bouge, c'est accessible au toucher, c'est accessible à l'audition. Vous voyez, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, le son va changer en fonction du mouvement. Donc j'entends le mouvement. Je le vois. Mais non, mettez la main sur le train, vous allez voir, vous allez perdre la main. Et non, vous touchez le mouvement. Si ça bouge ou si ça bouge pas. Mais si, ben oui, si. Oui, sensible commun. Donc vous allez, un travail prochain, vous allez me trouver tous les sensibles communs. Et aucun frère n'a le droit de répondre, ni aucune sœur. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vous empêcher de trouver. Oui, mais ils sortent tout de suite les choses. Pour ça, je muselle, parce que Jean-Marie va vous les susurrer tout de suite. Bouchez les oreilles, même si je vous les dire. Peut-être qu'il ne sait plus. Il les a oubliés. Bon. Je n'avais même pas eu l'idée. Mais c'est bien. Est-ce que chaque sensible commun a été perçu par tous les Ben, vous allez faire vous-même l'exercice comme eux. Voilà. Parce que comme ça, elle veut que je les dise tous, vous voyez ? Non. Ah non, ça marche pas, ça. Hein? Il faut aussi être malin quand on enseigne. Parce que c'était joli comme question, hein? C'était irrésistible. Eh ben non. Mais oui, c'est très important. Et alors, dans l'histoire de la pensée, il y a un moment capital qui va être un bouleversement de la connaissance et qui va nous mettre, c'est pour ça, vous voyez, ce que vous avez ouvert comme petite porte là, Rachel, aujourd'hui, j'en profite pour un peu le développer au-delà de notre sujet, parce que c'est très important. Ça va regarder un aspect critique, de la critique de la connaissance. Descartes va dire, seuls importent les sensibles communs. Les sensibles propres, on ne peut rien en faire. Parce qu'ils ne sont pas quantifiables. Donc, vous voyez, ça va voir, on va vivre une vraie révolution, vous voyez, au fond, du rapport de l'homme et de son intelligence à la réalité. Ce qui va intéresser, et ça grâce aux mathématiques, et comment les mathématiques vont pouvoir donner une ampleur à cela, c'est que seul ce qui est quantifiable est objectif. Et on va dire les sensibles propres ne sont pas objectifs. Est-ce que c'est vrai ? C'est ça qu'il faut réfléchir. Et donc, on ne peut s'appuyer que sur les sensibles communs. Et donc, c'est le début du règne de la quantité. C'est René Guénon, qui est un penseur un peu ésotérisant. Ben, il a dit des choses vraies. Il ne faut pas jeter tout René Guénon à la poubelle. Il a écrit un livre, Le règne de la quantité. Et vous allez voir, un jour, à une émission, je crois que c'était à France Culture, il parlait des pommes, en disant combien maintenant les pommes étaient vraiment beaucoup meilleures qu'autrefois, puisqu'elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus... Et donc tout le calibrage, et donc l'évaluation des pommes en fonction finalement de leur dimension quantitative,
Et que c'est comme ça qu'elles sont sélectionnées. Les trop petites, elles sont éjectées. Or, généralement, c'est les meilleures. Hein, vous avez remarqué. Donc, on expliquait comment, avec tous les critères quantitatifs, finalement, la qualité était plus grande. Comme si la qualité venait de la quantité. Comme si c'était la combinaison des sensibles communs qui allait faire la qualité. Alors, c'est toute une question, parce que beaucoup de choses sont recomposées. Vous voyez, le son numérique. La qualité du timbre va être restituée par une combinaison quantitative. Des sensibles communs, je veux donner l'illusion des sensibles propres. Et c'est pour ça qu'on revient à l'analogique. Vous voyez, le numérique et l'analogique. Dans le son analogique, il y a encore un certain rapport avec la réalité, c'est-à-dire c'est une figure qui analogue au réel. Tandis que dans le son numérique, c'est purement quantitatif. Tandis que dans l'analogique, il y a quelque chose qui est un peu encore qualitatif. J'arrive à comprendre, à cerner le qualitatif et à le comprendre. Quantitatif, ça me pose... Le poids de la pomme, son calibre, sa forme, on va dire aussi... Pour une musique, par exemple, pour un son, c'est quoi le côté quantitatif du son? C'est les fréquences. Je mesure les fréquences auxquelles je peux attribuer un chiffre, un nombre, et avec les différents nombres des différentes fréquences, je peux recomposer le son en ajoutant les différentes fréquences par les nombres, ce qui devient ça devient une série numérique qui donne l'illusion. Alors, à la fois, il est très pur, mais froid. Mais il y a une pureté qu'on ne voyait pas dans le vinyle, vous voyez, ça faisait un peu, ça grattait un peu, enfin, même quand c'était, mais ça pouvait être très bien, mais il y avait quelque chose, mais que maintenant, on revient au vinyle, c'est drôle. Les tout grands connaisseurs, à défaut d'avoir un orchestre ou un instrumentiste présent, on veut de nouveau toucher quelque chose d'un peu plus incarné que le purement numérique. C'est les disques avec c'est une matière un peu organique là, qui reçoit parce que les sillons sont, alors je sais pas par la chaleur, je sais pas comment il est. Donc on fait jouer le son et le son va se graver analogiquement plus ou moins profond avec des pentes plus ou moins grandes et comme ça. Donc c'est l'analogie du son qui est la courbe du relief du sillon. Alors, ce n'est pas tout à fait qualitatif. Analogique, ça touche un sensible commun, mais qui se rapproche de la qualité que vous allez trouver. Mais ça vaut la peine, au-delà du fait que vous trouviez ou pas, de vraiment chercher. Mais il y a une joie, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, on ne l'oublie plus. Parce que c'est une vraie découverte intellectuelle. C'est pas la mémoire des choses passées. Tiens, on l'a touché. Et si on avait fait ensemble, c'est encore une plus belle expérience parce qu'on était... Ah, tu te souviens, on était là, on buvait une tisane dépurative pendant qu'on a découvert ça. Et donc, la tisane dépurative est liée à cette découverte. Ou nuit calme. Mais si vous faites nuit calme quand vous cherchez le soir... C'est pour ça que j'ai pris la dépurative. Ou digestion, vous pouviez prendre aussi. Donc, Descartes va jouer un rôle capital. Le discrédit, finalement, vous voyez, de l'expérience directe. Et donc, le rapport le plus objectif de l'homme va être à travers un instrument de mesure. Et plus à travers son expérience directe à travers ses sens. Pour ça, pourquoi l'importance dans l'enseignement tout petit
Oui. de faire, je pensais par exemple pour peser, Mhm. de leur faire peser, enfin de leur faire prendre, mesurer par les mains ce Oui. qui est lourd et ce qui est léger. Voilà. Et de ne pas passer directement À la balance. pour dire ça Le fait chiffre. 200 grammes, 300 grammes. Et donc il me le vit. Oui. De notre temps, c'était encore une aiguille qui bougeait. C'était analogique. Vous voyez, ça, c'est analogique. Là, maintenant, c'est des trucs dans un écran, c'est des chiffres qui bougent. C'est numérique. Tandis que la balance, avant, avec le truc, était analogique. C'est analogique au rapport des deux plateaux. Oui. 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 Mais l'aiguille, analogique. C'est analogique et numérique. Donc c'est beaucoup plus abstrait le numérique. Alors c'est très puissant. On peut faire des choses incroyables. C'est comme ça que vous pouvez remodeler vos photos, votre son, tout par l'aspect numérique. Vous pouvez pas beaucoup tricher avec l'analogique, parce que c'est ou analogique ou ce n'est pas. Tandis que le numérique, vous pouvez le. Alors à la fois vous pouvez l'améliorer et donner plus d'illusions, mais vous êtes plus loin du réel. C'est pour ça que c'est une catastrophe de mettre l'enfant tout petit devant du virtuel, donc du numérique. C'est pour ça qu'il faut des jouets très simples qui mettent en jeu le toucher d'abord, des jouets en bois par exemple, et du bois qui n'est pas du plastique, parce que le plastique il n'intéresse pas à le toucher, le plastique. L'homme ne se retrouve pas chez lui dans le plastique. Autre chose est de toucher un cube en plastique, autre chose est de toucher un cube en bois, et quel bois? Vous voyez, si c'est du bois de noyer, ou si c'est simplement un truc en pin, c'est différent. Ou en chêne. Vous voyez? Donc j'habite mon rapport premier et propre à travers les 5 ouvertures à la réalité propre que sont mes 5 sens. Je les fais vivre à travers ces jouets qui touchent de façon très... Vous voyez, et si vous avez une boîte à musique, si possible, ce soit vraiment un marteau qui touche vraiment ting, tong, tong, tong. Si c'est un son qui commence à faire boum, 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 un son électronique en fait, ce sera tout autre chose que d'avoir une vraie boîte à musique qui va faire vraiment résonner des languettes vraiment métalliques et qui vont être vraiment frappées pour que c'est un vrai son. Tandis que sinon, c'est un faux son. Illusion. C'est illusion. Ça donne l'illusion. Alors, c'est bien, c'est mieux que s'il n'y avait rien, mais si je n'ai que l'expérience de l'illusion, vous vous rendez compte, si j'ai l'expérience de la réalité, si j'étais souvent au concert et que j'écoute un CD, en quelque sorte, le CD me donne c'est une illusion de la réalité, mais si j'ai eu l'expérience d'un vrai concert, je peux, du fait que j'ai cette expérience, j'habite au-delà de l'impression, l'expérience. Tandis que c'est comme si j'ai jamais calculé de ma vie et que je ne fais qu'appuyer sur des touches pour avoir des résultats. Je n'ai pas l'expérience du calcul, je ne sais pas ce que c'est. Si je sais calculer, je peux me servir d'une machine à calculer sans problème. Mais je sais toujours la différence entre ce que c'est calculer et d'avoir le résultat. Je n'ai pas calculé. En appuyant, je n'ai pas calculé. En écoutant un CD, je ne sais pas ce que c'est que d'un concert. Je ne suis pas en présence de la musique en réalité. Mais si j'étais au concert, je peux resituer l'abstraction que constitue l'audition numérique de la chose, ou même analogique, avec l'expérience que j'ai d'avoir écouté vraiment des musiciens qui font la musique. Si j'ai jamais été à la messe, et si je ne regarde que la messe à la télé, je ne sais pas ce que je suis devant un truc, j'ai jamais été. Si j'étais, et si je peux pas y aller, je peux plus y aller, parce que ça donne, c'est une prothèse qui me restitue, au-delà de ce qu'elle donne, mon expérience de la messe. Vous voyez le rapport?
C'est pour ça que dans l'éducation, je dois toujours partir des sensibles propres. Tandis que Descartes va dire, les sensibles communs ne sont pas objectifs. Laissons-les tomber. Les sensibles propres ne sont pas objectifs. Laissons-les tomber. J'ai dit quoi? Ouais. Ouais. Ne gardons que les sensibles communs. Donc le mesurable. Donc le quantifiable. Donc le scientifisable. Qui peut devenir une matière que je vais travailler scientifiquement. Au sens moderne. Parce que là où il n'y a pas de nombre, je ne peux pas faire de la science. Ce qui n'est pas quantifiable, je ne peux pas en faire de la science moderne. Donc, il faut toujours que je puisse mesurer. Ce que je ne peux pas mesurer, je ne peux pas le rendre scientifique. C'est ça qu'essaient de faire les sciences humaines. Elles essaient de rendre mesurables des données humaines en vue de cerner le conditionnement de l'homme. Donc, il faut savoir ce que c'est. Voilà, c'est ce que c'est, mais c'est pas plus que ce que c'est. Et un homme qui a l'expérience des hommes, à la limite, il a très peu besoin de ces sciences humaines, et même il va les démasquer dans leur imposture, parce qu'elles pensent pouvoir dire des choses qui ne sont pas véritablement la personne. C'est pour ça que quand on veut faire fonctionner les gens que par les sciences humaines, ça s'appelle le management, j'ai une efficacité extrême dans la coopération, mais en fait, je n'ai pas vraiment la coopération, parce que nous fonctionnons ensemble. Nous fonctionnons. Au fond, au sens fort, on va voir, nous ne coopérons pas au sens humain. Oui. La philosophie, là. Oui. La philosophie va nous rendre intelligents, mais plus qu'intelligents, elle va nous rendre bons. Normalement, elle va nous rendre bons. Et on devient jambon. Oui. Oui. Ah mais normalement. Et vous? Puisqu'on connaît l'homme et qu'on découvre l'homme et qu'on découvre toutes ces finesses, on a envie de faire découvrir l'homme à l'homme et donc d'être bon avec l'homme. Enfin, voilà, je sais pas comment. Mais ça vous ouvre à l'homme. Oui. Ça vous ouvre à la personne. C'est une ouverture. C'est pas cogiter, c'est une ouverture au réel. C'est une ouverture. Si vous êtes que dans les notions, et on va voir dans l'interne, mais l'interne, le conditionnement interne, vous ne vivrez pas l'ouverture. C'est pour ça qu'il faut repartir des sens, pour être ouvert. Ephata. C'est le grand cri de Jésus pour l'homme qui a besoin d'être sauvé. Ephata, ouvre-toi. Mais oui, sur les 5 sens. Et alors, normalement, sur l'ancien rituel, là maintenant, c'est plus que sur les yeux. Oui, les oreilles. Et les oreilles, peut-être. Non, les oreilles seulement, je crois. Je crois que c'est les oreilles. C'est de la foi, exaudito. Mais normalement, c'est tous les 5 sens. Et on va jusqu'au pied, les épaules, le truc. Ouvre-toi, en fait. Deviens ce que tu... Enfin, c'est incroyable comme le péché nous enferme en nous-mêmes. C'est un enfermement en soi-même. C'est curieux. Ma subjectivité sera pleinement elle-même que quand elle a commencé par l'ouverture. Le péché pervertit le sens. Ah oui, parce qu'il met, parce que c'est le moi qui passe devant, là. Et le moi, oui, du livre, là, d'ouvrage, là. Moi d'abord. Et donc, le moi, il va tout de suite chercher ce qui lui convient, enfin, son intérêt. Et donc, il ne s'arrête pas là. Finalement, il ne s'arrête plus à la qualité.
ça va devenir quantitatif, et du pseudo-qualitatif par le quantitatif. Parce qu'on va voir que la quantité veut se rapprocher de la qualité par la composition. Le calcul différentiel, hein, l'analyse numérique peut faire que je vais singer le réel grâce au numérique. C'est impressionnant, les mathématiques. Hein, Oui. Un témoignage de photographe. Il y a des paysages qui sont quasiment infotographiables dans leur richesse analogique. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette richesse-là n'est pas réductible à la dimension du cadre. Et souvent, en photographie, celui qui a fait une photo, il dit je retrouve pas ce que j'ai ressenti quand j'étais sur le site. Et oui. Heureusement. Parce que c'est pas réductible à la dimension du cadre. En plus, il n'a plus les odeurs, les parfums, en plus. Donc c'est pas et puis les reliefs, c'est pas réductible. La subtilité de la C'est absolument pas réductible. Oui. Et ça, c'est un piège dans lequel toute personne qui utilise un appareil photo, en paysage par exemple, tombe. Oui. Mais vous voyez, Michel, l'analogie du vinyle et du numérique, c'est l'argentique et le numérique. Oui. Alors l'argentique, là encore, il y aura encore une autre. Comment la photographie plus physique peut rendre des choses. Il y a des questions pas compliquées. C'est parce que la pellicule photosensible, le film, vous savez, dans les mobiles, le film est construit exactement comme dans la rétine, le fond de la rétine de l'œil. C'est-à-dire qu'il y a 3 couches. Vous avez une couche qui est sensible au rouge, une couche qui est sensible au vert, une couche qui est sensible au bleu. Mais noir et blanc. C'est une synthèse. Ça. Le noir et blanc n'existe pas dans la nature. Oui, non, mais la photo noir et blanc. Après, pourquoi des fois la photo noir et blanc est plus belle que l'autre? Parce qu'elle abstrait. Oui. Oui, mais je sais que c'est pour ça que je le fais travailler. Pourquoi? Tout simplement parce que le noir et blanc est une synthèse proprement intellectuelle, qui est traduite de manière plastique, qui fait abstraction des couleurs. C'est-à-dire qu'on efface les couleurs, on les enlève, et on ne garde que les densités, donc des quantités, on ne garde que les densités, les variations de densité et de nuances de gris. Et alors, les contours, les textures, les formes, les volumes, etc., les contrastes. Et du coup, quand on n'a plus de couleurs, on est plus rapidement plongé dans une traduction abstraite. Parce que l'abstraction, elle est binaire. Elle est, au pire, dans l'absolu, elle est comme en informatique, elle est 0 ou 1. C'est noir ou blanc. Alors, dans la photographie noir et blanc, vous avez des photographes qui sont complètement abstraits, qui travaillent uniquement avec du noir et du blanc, et puis, ou un certain gris, mais voilà. Et puis, vous en avez qui sont quand même plus ou moins figuratifs dans le noir et blanc, parce que grâce aux échelles de gris. Et les échelles de gris ne sont que la traduction synthétisée des couleurs. Mais pas déjà la peinture, ça les grisailles. Des grisailles dans la peinture, dans les rétables. Souvent, la grisaille, c'est quand le rétable est fermé, qui donne un peu l'illusion d'une pierre, de la sculpture. Mais à la fois, je vois que je ne suis pas devant le réel tel qu'il est, et c'est pour ça que je peux plus lire le réel à travers. Là, quand je vois que ce n'est pas le réel, c'est analogique, que quand ça singe le réel, au point que je crois que c'est le réel. Le numérique le singe plus. Alors en même temps, il trompe et il m'éloigne du réel en quelque sorte. Et au fond, il me fait croire que je peux me passer du réel.
Tandis que le noir et blanc, non. Je vois bien que le réel n'est pas comme il est. Mais pourtant, à travers ce que me montre la photographie d'art, enfin, voilà, il met en lumière quelque chose qui est caché dans le réel et que je ne le vois pas comme ça. Alors justement, c'est que, pour finir, ce qui se passe, c'est que le noir et blanc, comme on dit vulgairement, va à l'essentiel. En effaçant la couleur, il va à l'essentiel. Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui représente? Et elle représente les formes, mais les formes au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire, si vous prenez, photographier un vase, eh bien, vous enlevez la couleur, et bien vous n'avez plus que l'essence de cette chose qu'on appelle vase et qui ne sera pas un colibri. Jamais. Mais vous allez voir, c'est un Et là, sensible commun. ça, c'est une opération intellectuelle. Et le noir et blanc est une opération intellectuelle. Enfin, là, j'ai fait du laboratoire pendant 40 ans. En noir et blanc, je peux en parler. Et puis alors, en plus, quand même, le fait qu'il y a encore pour le développement, après la révélation et le développement, des choses avec l'argent et tout ça, c'est quand même, il y a un support qui est plus... Mais quand on dit intellectualisation, on peut prendre aussi la notion de spiritualisation. Ah mais vous avez des photographes qui ont été très spirituels en utilisant le noir et blanc. On arrive à la mystique. Hein. Vous avez des photographes qui sont mystiques dans le noir et blanc. Vous avez des images qui vous emmènent avec le noir et blanc. Et la même scène en couleur n'y arrive pas. Parce que la couleur va vous disperser trop dans le sensible. C'est très sensible. Oui. Et j'arrête. Les idées, les concepts, c'est jamais coloré. Donnez-moi un concept coloré. Montrez-moi un concept coloré. Alors, là, je vais une idée colorée. Non, une idée. Je sais pas. Je vous dis liberté. Attendez, oui, ça s'appelle couleur rouge. Ah mais ça, après, alors là, c'est subjectif. Mais alors, par exemple, il y a des rapports, on va voir, analogiques entre les sens, entre ces sensibles propres. Et c'est pour ça que dans certains cas, on peut exprimer, et souvent c'est le propre de l'enfance. Après, on perd cette qualité parce que, bon, on devient plus... Souvent, l'enseignement nous met finalement dans des choses assez abstraites. Mais je peux exprimer, par exemple, je disais qu'il y avait une couleur, c'est un vert amer. Un vert, la couleur verte, amer. Il y a une analogie entre la couleur et l'amertume. Et par exemple, un musicien en musique, un rapport entre les sons et la couleur. Et notamment, s'il vous plaît, c'est comme les professeurs. Je vois les choses. Par exemple, Olivier Messiaen, par exemple. C'était très net, vous n'avez pas, mais je vous ferai écouter un jour quelque chose que ça pourrait peut-être vous dire. Eh bien, comme je ne peux pas avoir un orchestre ici, donc ce sera numérique, mais enfin, il faut trouver les vinyles encore. Bon, c'est pas ça que je dis, mais par exemple, il voyait la musique en couleur. Donc, c'est des rapports analogiques entre, par exemple, la couleur et un son. Les sons. Les sons. La couleur et le son. Donc, il voyait la musique en couleur. Ou il composait une musique. En composant la musique, il composait des couleurs. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité, bien que les sensibles soient propres à chaque sens, de mettre un rapport entre ces déterminations qui, en elles-mêmes, sont étrangères l'une à l'autre. Autre chose est la couleur.
autre chose est la lumière, autre chose est le son, autre chose est le toucher, autre chose est le... Et pourtant, pas directement par leur conditionnement. Donc, heureusement que je peux mettre un lien entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, ce que je sens du côté de l'odorat, et ce que je touche à travers mon toucher. Sinon, je ne pourrais pas avoir une unification de cette expérience et cette ouverture qualitative que j'ai au réel. Ça s'appelle le sens commun. Un sens commun. C'est pas sensible commun, hein? Sens commun. Sens commun. Si je ne pouvais pas faire un rapport entre ce que je vois et ce que j'entends, vous voyez ce que ça ferait dans ma vie? Tout le temps, je fais un rapport entre ce que je vois et ce que j'entends. C'est la même réalité. J'arrive à faire un lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Si je ne pouvais pas faire ce lien, vous vous rendez compte, il y aurait le monde de l'audition, ce que vit par exemple quelqu'un qui a une déficience organique. Hein, un aveugle, eh bien, l'aveugle, il voit ce qu'il entend. Il a une vision intérieure. Parce que c'est curieux, les aveugles qui veulent faire des voyages, c'est pas la peine, ils ne voient rien. Pas du tout. Mais ils ne voient pas du tout nous. Ils ne voient pas ce qu'on voit nous. Mais il y a quelque chose qui... Parce que la puissance vitale de voir existe, c'est l'organe qui n'est pas... C'est l'organe qui est absent. À cause d'une déficience du corps, qui ne voit pas. Et surtout s'il a vu. Surtout s'il a été voyant avant. Mais même les aveugles de naissance. Ce que c'est que la couleur pour eux. Et donc, quand ils entendent et qu'ils touchent, ils marchent, ils voient, enfin ils sentent et tout, en fait, ils voient quelque chose intérieurement. Pas du tout ce qu'on voit. Mais c'est pour ça que c'est un vrai voyage. Ah oui, c'est une réalité. C'est drôle. Voilà. Et donc, nous avions, à travers cette expérience, parce qu'il est l'heure, il va être midi, peut-être qu'on va s'arrêter et après on reprend cet après-midi. On a, à travers ces sensibles propres, on a vu qu'il y a c'est ces ouvertures sensibles par lesquelles j'ai accès à la réalité et à l'expérience, et qui va faire que l'intelligence va pouvoir interroger dans des directions diverses. Vous voyez, c'est beaucoup plus riche que la méthode purement scientifique moderne. Parce que la méthode scientifique moderne, elle ne cherche que des corrélations. Donc, c'est des liens de nécessité corrélatifs. Donc, des lois. Tandis que quand je vois que je peux interroger de façon toute différente, à partir du toucher, à partir de la vision, à partir de l'audition, à partir du goût, à partir de l'olfaction, je vois que l'ouverture de l'intelligence est diverse. Et que je vais pouvoir découvrir, analyser autrement que l'analyse quantitative scientifique aujourd'hui, et découvrir dans la réalité différentes causalités. Et nous avons découvert ces causalités dans cette expérience primordiale, celle que nous connaissons tous et le mieux, c'est de fabriquer quelque chose, de réaliser quelque chose. Et nous avions analysé cette expérience à travers ces différentes interrogations, et nous avions découvert les 5 causalités, ou au moins 4. C'était... Oui, mais c'était quoi dans l'expérience de la réalisation artistique? C'est quoi la cause exemplaire? Oui, l'idéa, le projet.
ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Une Vierge Marie, une chaise, une table. Hein? En quoi? Donc, quelle matière j'ai pris pour faire tout ça? Ou quels matériaux? Hein? Ça peut être des matériaux divers. Hein? Ça peut être du bois, du métal, tout mélangé. Hein? Enfin, ça, c'est vraiment... Voilà. Et puis, il y a eu tout un processus de réalisation, un procédé efficace par lequel j'ai pu travailler la matière. L'expérience la plus native, hein, c'est pour ça que d'ailleurs pour un enfant, hein, c'est très important de lui faire réaliser quelque chose directement avec ses mains. Donc soit les cubes qu'il va mettre, voilà, soit il va prendre de la pâte à modeler, soit dans du sable, vous voyez, jouer dans un tas de sable, c'est extraordinaire de jouer dans du tas de sable. Il va creuser, il va faire des trucs, il va le coller, il va le mettre, enfin, il va développer le rapport vraiment de l'intelligence et de la main, hein, à travers une certaine habileté qu'il va acquérir, hein, une certaine habileté, oui, une certaine capacité d'efficacité, un processus, hein. Voilà. Et on avait vu que ce rapport finalement de la main à la réalité, à la matière, pouvait s'élaborer de façon, et aujourd'hui de façon extrême, qui fait que même la main, il n'y a même plus de main, il n'y a plus rien, par l'outil. Et puis Rachel a fait un pèlerinage chez les outils, puisqu'elle est allée revisiter ce musée de, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Le musée de l'outil de la pensée ouvrière. Ah oui, la pensée ouvrière, j'oublie toujours. Ouvrière, hein, au sens ouvrage. Ouvrière, pas ouvrier au sens 19e siècle, ou la fin du 18e. L'ouvrier commence par l'industrie, hein, ouvrage, hein, œuvre de réalisation. Et donc, comment la main a un prolongement en vue d'un travail, d'une intervention soit plus habile, plus qualitative sur le réel, soit aussi une force plus grande, une capacité plus grande, mais aussi une performance plus grande, avec aujourd'hui un outil qui est très 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 abstrait. L'outil par excellence aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Et vous voyez, le rapport de la main et de l'outil, c'est juste, si vous faites les 5 doigts, c'est bien, mais enfin bon, c'est toujours appuyer sur des touches. Mais voilà, c'est que des touches. Alors en fait, c'est merveilleux si vous regardez de la microchirurgie, vous voyez, quand un robot va faire de la chirurgie à la place de la main. Mais voilà, vous le maniez avec, de façon, oui, vous n'avez plus de contact direct avec le corps, mais c'est le robot à l'intérieur même du corps qui va faire les trucs, et vous maniez des touches pour réaliser la chose. Et généralement, c'est même un logiciel qui va le faire, et sur lequel vous pouvez intervenir plus ou moins, pour le meilleur et le pire, et qui va avoir une fiabilité plus grande que peut-être vos mains qui commencent à trembler, voilà. Donc on a découvert ces causes. Donc on a vu la première cause qui éclaire la réalisation, c'est le projet, l'idéa. S'il n'y a pas de projet, il n'y aura rien. Donc on voit bien que c'est le principe même de l'œuvre, enfin de la réalisation de quelque chose. C'est des fois la situation limite de l'art contemporain. Tu as voulu faire quoi? Je sais pas. Donc s'il n'a pas vraiment d'inspiration, vous voyez, enfin de projet, et la source de ce projet, c'est l'inspiration et l'expérience de ce que j'ai déjà fait comme expérience des autres réalisations que d'autres hommes ont fait avant moi. Je n'ai pas inventé la poudre. Voilà. On reçoit tous comme héritage ce que d'autres avant nous ont commencé à réaliser, sur lesquels je peux continuer. Hein, c'est l'expérience artistique ou
l'expérience artisanale là, ou l'expérience du métier, vous voyez. Et l'inspiration. Tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais faire une mini-pelle tout autrement que d'habitude. Et j'ai vu comme ils ont tous fait, mais moi, tiens. Hop. Et donc, il y a une aspiration nouvelle qui se sert déjà de ce qu'il a vu et qui va donner un projet. Je vais construire une nouvelle mini-pelle. Révolutionnaire. Après, voilà. Et après, selon ce que je veux, je vais choisir les matériaux, je vais voir ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut travailler, je vais chercher les compétences, et puis ça va être fabriqué, et puis jusqu'à la réalisation. Et à la fin, on lui met une couleur vert chenille, et à la fin, les gens disent, qu'est-ce que c'est ? La nouvelle Alors ça voudrait dire qu'il y a des choses encore à découvrir. Bah, tout le temps. Tout le temps. Mais vous voyez, c'est une fécondation par ce que d'autres ont fait avant moi, de mon intelligence, liée à l'imagination et liée au corps, qui va pouvoir élaborer un projet réalisable. Parce qu'un projet non réalisable, des fois on est à la limite des choses. Et quand on veut le réaliser, pour le réaliser, l'homme va inventer des outils nouveaux. C'est comme ça qu'il y a le marteau du cordonnier, le marteau du charpentier, le marteau du couvreur, le marteau du sculpteur, le marteau du carrossier, le marteau du cordonnier, le marteau du... Rien que les marteaux du piano, voilà. Vous voyez, c'est impressionnant. Mais ça vaut la peine, parce que c'est incroyable. Des milliers d'outils. Combien ? 12 000 pour des branches fondamentales de l'artisanat. C'est une expérience incroyable. Philosophiquement parlant, c'est extraordinaire. Le prolongement de la main. Et la main est vraiment liée à l'intelligence, en fonction d'un projet. Sinon, je ne ferais pas l'outil. Et les grands artisans ou artistes, ils font leurs propres outils. Ils continuent de se faire leurs outils qu'ils ont besoin. Pour une technique particulière, pour un effet particulier qui n'a jamais été, et comme ça, et comme ça. Donc c'est le premier lieu de la découverte, finalement, des causes. Causes exemplaires, causes matérielles. La matière a une causalité, vous voyez ? En quoi est la chose joue une causalité. Fait que la réalité est telle, vous comprenez ? C'est ça une causalité. Cause efficiente, efficace. Ça c'est toute la main, l'outil, le processus de fabrication et tout ça. Quand on voit rien que les recettes de cuisine, comment il faut faire, mélanger comme ça, réchauffer, refroidir, laisser reposer, rajouter autre chose, etc. Vous voyez, c'est un procédé incroyable. Et si vous ne le suivez pas, déjà, en le suivant à la lettre, le résultat est différent selon chacun. La cuisine n'a jamais le même goût. Selon les personnes, même si on suit la même recette. C'est curieux, ça. Mais les ingrédients ne sont pas forcément... Si, la même recette, j'ai dit. Oui. Donc, c'est les mêmes ingrédients. Mais selon qui le fait, ça n'a pas le même goût. C'est curieux, ça. Donc, ah oui, le pain. Et c'est tellement lié. Alors, vous voyez, le pain industriel, il est plein de personnes. C'est le pain de personnes. Alors, dire oui, c'est bien, le pétrin commence à fonctionner à 2h du matin. Moi, je dors toujours, et c'est bien. Tout est programmé. Après, une fois qu'il est pétrin, il se vide tout seul. Et après, ça se met tout seul. Et après, le four se met en place tout seul. Et puis, la chaîne rentre dans le four. Et à 6h, quand j'arrive, tout est fait. Et c'est le même pain du lundi ou du dimanche. Et au moins, on sait qu'on peut toujours produire le même pain. Tandis que dans un vrai boulanger, il y a des jours où il est un peu raté. Mais c'est vrai.
Ou des jours où il est un peu trop cuit. Bien cuit, pas trop cuit. Mais c'était là où était plus ou moins le feu et tout. Alors là, ça avait un peu brûlé. Là, c'était pas tout à fait cuit, mais dans le même four. Parce que c'est pas tout à fait homogène. Bien cuit dedans et pas trop dehors. Voilà. On nous a demandé ça. Oui. Mais moi j'aime bien cuit dehors et dedans. Il faut qu'une vraie croûte un peu brûlée. Ça c'est bon ça. Voilà. À condition d'avoir les dents qui. Mais Jean-Marie a trouvé que les liquides amollissaient. Hein? En trempant. Il anticipe la vieillesse parce que les vieillards, ils faisaient finalement, ils mettaient leur pain dans le lait et ils mangeaient le pain dans le lait. C'était le petit déjeuner. Ben oui. Vous n'aviez pas de dents au départ. Vous n'aviez pas encore de dents à l'époque. Ah si, adolescente, je mangeais le pain dans le lait. Oui, vous avez gardé la bonne sensation de. Ah oui. Même l'ancien évêque de Valence mangeait son pain dans la soupe trempée. Commencer le repas en mettant les bouts de pain dans la soupe. Oui, mais ça, c'est la vraie soupe. Donc ça mettait Guy à l'aise. C'est des croutons avant l'heure. Avec le pain. Des croutons gratuits. La machine à pain, personnellement, je fais mon pain. La machine à pain usurpe le mot pain. Ah, usurpe, c'était joli, ça, joli. Ah oui. Usurpe. Ouais. Elle détourne. Ah oui, c'est un pain. Le pain. Parce qu'en fait, le pain tel qu'il faut le faire, la machine ne peut pas le faire. Non, heureusement. Elle ne peut pas. Mais c'est beau, ça. Même si, parce qu'un pain, il doit être brassé au moins 3 fois par intervalle, ce qu'une machine ne fait pas. Aucune machine n'est programmée pour pétrir 3 fois. Mais il faut laisser reposer. Successif. Parce que et relever ça après. peut se programmer le repos. Il y a une chose qui ne peut pas se programmer. C'est la pression atmosphérique. Ah oui, ça joue beaucoup. C'est la chaleur ambiante. La chaleur ambiante, ça pourrait. Oui, mais ça commence à devenir compliqué. Hein. Ouais. C'est la qualité de l'eau. Ça, c'est pas possible. Or, ça fluctue en fonction de ça. Qui me dit? Voilà, donc, on va reprendre cet après-midi. Mais donc, vous voyez, c'est le premier lieu, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la première découverte des causes. Le premier lieu de découverte des causalités, au sens fort. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause exemplaire, cause finale. Et pour l'œuvre artisanale ou l'œuvre d'art, la cause finale, c'est une fin-effet. On va dire à quoi ça sert. Vous voyez ? C'est une fin-effet. C'est pour ça que le management a l'air finalisé, mais c'est toujours une fin-effet, parce que c'est l'efficacité. À quelle heure ? 2h30, c'est ça ? Ouais. Voilà. Ah oui. Parce que la molécule naturelle n'est jamais isolée. Isolée. Je peux l'isoler, mais elle n'est jamais dans cet état-là. Au départ, entre un médicament qui utilise que des molécules naturelles. Non mais ah oui, mais un médicament, mais dans le médicament naturel, c'est toutes les molécules de la réalité naturelle. Il n'y a jamais une seule type de molécule. Tandis qu'on veut augmenter l'efficacité sous un certain aspect. On cherche le principe actif. Donc on essaie d'isoler le principe actif et après de le synthétiser pour avoir l'effet de ce principe actif. Mais ce principe actif, c'est l'effet que moi je veux. Je n'ai plus la synergie d'action de la substance naturelle qui fait que même le principe actif n'agit pas de la même manière sur le corps humain quand il est appliqué chimiquement, donc synthétisé et presque isolé, que quand il agit avec d'autres
d'autres principes actifs qui l'enveloppent. Alors quand on veut, c'est l'aspect quantitatif, on veut isoler l'efficacité, mais en le faisant, on commence à imposer au corps une direction absolument univoque d'action, et ce qui fait que très souvent, il y a des effets secondaires après, beaucoup plus que dans la combinaison naturelle.